Explosion de la fast fashion, mais à un point incroyable. Et c'est vraiment, là pour le coup, à partir de 2007-2008, où on a vu commencer à apparaître un tout petit peu cette offre milieu de gamme, mais très qualitative. On a abandonné ce côté bling pour aller vers cette nouvelle frugalité, très certainement parce que les mentalités évoluent, les prises de conscience sont passées par là. Cette année, Bonne Gueule fête ses 15 ans. 15 ans pendant lesquels la mode a beaucoup changé son modèle économique, mais aussi le lien entre les clients et les marques, avec en toile de fond cette conscience écologique qui implique que mieux consommer aille de pair avec mieux produire. Alors pour comprendre ces changements, on est reparti en 2007. Il y a une époque où pour avoir des vêtements un peu stylés, il fallait littéralement monter à Paris parce que tu n'avais pas de shop qui les proposait, qui les vendait en ligne. Les achats en ligne commençaient à peine à se développer, tu n'avais pas d'e-shop et tu n'avais pas de boutique qui les distribuait en région, donc il fallait prendre le train et aller faire du shopping à Paris. Explosion de la fast fashion, mais à un point incroyable avec tous ces grands géants, le groupe Boohoo, Inditex évidemment qui possède Zara, les groupes chinois comme Shein, AliExpress, etc. Enfin ça c'est des choses qui ont explosé même plutôt ces 5 dernières années et qui ont totalement refaçonné la manière dont consomment les gens, puisque maintenant tu peux acheter en solde littéralement un maillot de bain à 1 $, ce qui est absolument pas normal, donc forcément beaucoup d'offres. Beaucoup de produits. Paradoxalement, on est totalement au fait de l'impact néfaste de la fast fashion et de la mode de manière générale d'ailleurs sur la planète, depuis qu'il y a eu l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Donc c'était un bâtiment où plusieurs marques avaient des petites usines qui fabriquaient leurs vêtements, qui s'étaient effondrées, il y a eu beaucoup de morts. Donc là, ça a quand même éveillé les consciences. Et on commençait à voir s'annoncer ce qui maintenant est extrêmement primordial, c'est toute cette quête plus vertueuse, plus écologique, plus responsable. Donc c'était presque la fin d'une époque qui vivait ses derniers feux, ce côté fast, versus un nouveau slow qui commençait à pointer son nez avec la slow fashion, la slow food, la slow life. Donc une période assez charnière. Début des années 2010, fin des années 2000, voilà, avec cette approche plus responsable qui commençait à pointer le bout de son nez. Dans les années 2010, l'offre de vêtements explose, et avec elle le nombre de marques qui émergent. Parmi elles, beaucoup de petites enseignes qui invitent à mieux produire et à mieux consommer. C'est l'apparition des DNVB, ces marques nées sur Internet et qui réduisent leurs prix en supprimant au maximum les intermédiaires. C'est vraiment, là pour le coup, à partir de 2007-2008, où on a vu commencer à apparaître un tout petit peu cette offre milieu de gamme, mais très qualitative. Et avec de nouveaux modèles économiques aussi, sans intermédiaire. Enfin, tu vois, il y a eu toute cette période-là où en fait, le modèle économique du vêtement, enfin de la mode masculine, même un peu de la mode féminine, remarque, a été remis en cause. Voilà, où on se passe de multimarques pour vendre, on commence à faire un peu de précommande. C'est l'époque aussi avec le fameux schéma avec un vêtement dans le commerce normal avec toutes les marges là, et puis ensuite un vêtement vendu chez nous, où là tu n'as qu'une seule flèche vers le client, où là c'est moins cher. Et c'est le modèle économique que Bonne Gueule a choisi d'ailleurs. Il y a vraiment cet engouement-là où des gens vont essayer de... Alors, ça dépend de leur délire. Ils vont reproduire une pièce qui date des années 50, exactement comme elle était. Ou alors, ils vont inventer un vêtement vraiment très actuel, mais sur des machines qui datent de ces années-là. Voilà, chacun peut venir avec sa petite proposition qui va être très proche de l'artisanat finalement. Et c'est ça que j'aime moi dans le mode, c'est les petites marques qui font leur truc dans leur coin pour des initiés. Et aujourd'hui, tu as un choix mais qui est tout simplement pléthorique. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de marques de niche parce que c'est devenu plus facile pour une marque d'être, même si elle est toute petite, d'avoir de la visibilité, notamment avec Instagram, les influenceurs, YouTube, l'acquisition payante, etc. Donc aujourd'hui, que ça soit pour tous les styles, tu as beaucoup plus de marques de niche. Ça fait penser un peu au Japon, tu vois. Au Japon, ils ont toujours eu ça, ce côté... dans chaque style, tu as vraiment des marques très qualitatives, très niches. Ben, nous, en France, on commence à avoir un peu ça. Il y a un nouvel entrant dans l'aventure qui permet justement la diffusion, qui permet la reconnaissance et l'identification, ce sont les outils numériques, les outils digitaux. Donc il y a beaucoup plus de propositions et il y a beaucoup plus de façons d'être au courant
de ces propositions. Maintenant, il y a vraiment ce qu'on appelle des micro-tendances, voire des ultra-tendances. C'est des tendances qui durent sur des cycles de 3 mois, qui sont propulsées par des réseaux sociaux comme TikTok. Ça va être par exemple les petits hauts en éponge, ça va être l'imprimé zébré, etc. Et ça va être des marques de niche qui vont lancer des produits et en fait, où le temps où ça arrive à toi, que tu l'achètes, le truc est déjà démodé et tu repasses à autre chose. Dans l'esprit de certains consommateurs, mieux consommer s'impose comme une nécessité. Et les marques doivent suivre le mouvement. Depuis 2010, les normes de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, leur imposent de suivre des objectifs de développement durable. Il y a 2 types de clientèle en fait. Il y a toujours une clientèle très show-off qui est extrêmement demandeuse de séries limitées, de collabs, de drops, d'événementiels où il faut placer la barre de plus en plus haut, faire de plus en plus de spectaculaires, d'incroyables, de merveilleux. Et puis une autre clientèle qui se dit, qui dit qu'il faut ralentir, qu'il faut moins et mieux, qu'il faut ranger, qu'il faut vider ses armoires, qu'il faut recycler, qu'il faut réparer, qu'il faut accommoder les restes, voilà, qu'il faut avoir une démarche plus éthique et morale d'une certaine façon. Aujourd'hui, tu as des clients qui sont plus curieux, plus informés, plus exigeants aussi. Donc forcément, ils cherchent quoi, ils cherchent de l'info. Ils cherchent des marques, quand ils sont en boutique, ils challengent le vendeur en disant d'où vient le tissu, parce que moi je connais telle marque et eux, dans leur chemise, ils disent d'où vient le tissu. Il y avait une information qui était diffusée par les magazines. Les magazines avaient des impératifs de publicité, donc les annonceurs sont les plus puissants. Les plus puissants ne sont pas forcément ceux qui font les vêtements qui sont les plus responsables, éco-responsables. Donc en tant que client, on est attiré, parce qu'on est tous victimes de la pub, on est attiré par des vêtements dont on ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière, comment ils sont fabriqués. Donc une fois qu'on est passé sur Internet et que le consommateur, client, lecteur a pu lui faire sa propre culture en allant taper sur son mode de recherche comment choisir une bonne chemise, et bien là ça a été le début justement du mieux consommer. On est souvent face à des marques qui sont de plus en plus, pour reprendre un anglicisme à la mode, consumer-centric, qui partent de plus en plus du consommateur, qui les interrogent, que ce soit en cosmétique, en accessoires, en prêt-à-porter, qui sont très proches de leur communauté, très proches de leurs clients, chose qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait une génération de dictateurs artistiques qui imposaient plus leur vision. Maintenant, on a une énergie qui vient d'en bas, qui vient du consommateur, qui vire même des fois au consommateur. Donc ça c'est nouveau. Il y a une connivence, il y a une sensibilité plus grande, et ça fait bouger les lignes. Ça se ressent dans le discours des marques aussi, parce que les marques, elles le sentent bien, donc il y a un mot qui revient tout le temps en ce moment, c'est transparence. On est transparent sur où est-ce que ça a été fait, on est transparent sur comment ça a été fabriqué, etc., etc. Donc il y a des marques qui sont vraiment transparentes, qui vont participer à des campagnes de sensibilisation comme Who Made My Clothes, qui est une campagne qui se passe une fois par an, où vraiment on voit les employés dans les usines qui fabriquent tel vêtement, où on peut, si on le souhaite, aller visiter les usines, je sais pas, au Portugal ou en Europe, etc. Et après, tu as les marques qui sont transparentes et qui en fait font juste du gros greenwashing parce qu'elles savent que c'est comme ça maintenant qu'on arrive à convaincre les gens pour un peu les déculpabiliser. On a abandonné ce côté bling pour aller vers cette nouvelle frugalité, très certainement parce que les mentalités évoluent, les prises de conscience sont passées par là, qu'il faut plutôt être responsable, éthique, vertueux, il faut être plutôt sur des valeurs d'inclusivité, des questionnements sur la diversité sont apparus depuis ce moment-là, ces représentations trop typées. Enfin, il y a eu plein de cheminements intellectuels qui ont affleuré et il a fallu muter. Enfin, le monde de la mode est obligé de prendre ses responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a mis à la poubelle toutes ces collabs ou ces présentations qui en fichaient plein la vue. Mais elle se retrouve maintenant en concurrence avec des présentations ou des mises en scène plus intimistes, plus responsables, où on laisse plus de temps au temps, on est moins sur une accélération des collaborations. Et c'est sûr qu'avec le choc des crises qu'on vit ces derniers temps, des crises sociales, des crises environnementales, des crises sanitaires, des crises géopolitiques, les choses ne vont pas s'améliorer. 15 ans, ça ne paraît pas si loin.
Et pourtant, cela a été suffisant pour bouleverser complètement notre rapport aux vêtements, notre façon de les consommer. N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires si vous avez changé votre façon d'acheter des vêtements et pourquoi. Et si elle vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne.